Alors, on va espérer que Sylvain nous entende un petit peu. Oui, Est-ce que tu oui, nous j'en entends suis là, bien? ouais. Ouais, Est-ce qu'il y a du retour? Ça va? Tu nous entends un petit peu? Tu nous entends correctement? oui, oui, j'entends bien, Il n'y a ouais. pas trop d'écho? Non, non, non. Ça va? Bon, bah c'est bien. Bah écoute, déjà Sylvain, merci d'être là ce soir. Oui, merci. Merci de m'inviter, ouais. Oh bah non, non, c'est normal et nécessaire. Alors on avait eu des invités il y a très peu de temps, enfin il y a quelques temps, des invités du nord de la France. On a des invités maintenant du sud de la France, puisque, de toute façon tu vas te présenter toi-même, tu es pas loin de Montpellier, c'est ça? Oui, voilà, ben je suis à Montpellier, ouais. À Montpellier même? Ouais, ouais, Voilà, ouais. donc ça s'entend par l'accent, hein. Nous on a un accent parisien, tête de chien, et Ouais. toi tu as un bel accent de Montpelliérain. Voilà. Bah déjà, bon, merci d'être présent. Et en fait, bon, l'objet de la présence, c'est qu'on on a aimé Zone Subversive. Ouais. On a aimé Zone Subversive. On a trouvé son propos pertinent. Alors, on n'est pas là pour, c'est pas de la flagornerie ou je ne sais quoi. On a trouvé le propos pertinent. On a trouvé le propos simple et pour autant, je dirais érudit. Des analyses, des choses qui permettent d'aller voir au-delà de ce qui nous est proposé, je dirais des bouquins par exemple. Je pense du dernier petit billet qu'on a pu lire sur Guy Debord à la BNF. Donc voilà, Mhm. nous on voulait surtout avoir ton témoignage, bon, tes avis, ça certainement on va en discuter, mais surtout ce qui a motivé la création de Zone Subversive, parce que ce qui était aussi sympathique, c'était le propos, l'objet de Zone Subversive, et peut-être que ce que tu peux développer dirais-je, le pourquoi tu as voulu créer Zone Subversive. Qu'est-ce qui t'a motivé pour, oui, pour être à l'origine de tout ça, quoi. Ouais, ben alors à la base, j'ai créé ce journal, alors c'était en 2011. Donc voilà, c'était après après le mouvement des retraites. Et où j'avais le sentiment qu'il n'y aurait pas vraiment de grands mouvements d'ampleur pendant. Il n'y en a pas eu jusqu'à aujourd'hui, mais bon, ça peut recommencer. Mais voilà, c'était aussi, j'avais envie de réfléchir un peu aussi sur la société, sur les grands enjeux qui me semblaient importants. Et donc à la base, moi j'ai fait ce journal parce que j'avais envie d'écrire. Voilà. J'avais envie de lire, de découvrir de différentes choses. Et au niveau de la ligne éditoriale et du contenu politique, il me semble intéressant aussi de faire, de diffuser et d'exprimer des idées qui sont assez minoritaires à l'heure actuelle, qui sont des idées qui insiste sur l'importance des luttes sociales, de ne pas déconnecter la théorie de la pratique, parce que je pense en gros qu'une réflexion politique et un projet politique ne peut venir que des discussions dans le cadre de la lutte sociale et pas d'intellectuels, de théoriciens, de partis, d'organisations qui auraient élaboré des théories mais sans se confronter à la pratique. Voilà. Et puis il y avait un autre aspect aussi qui me semble important, c'était de diffuser une critique de la vie quotidienne et de refuser la séparation entre la politique et la vie. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que dans tous les milieux militants, il y a beaucoup de discours idéologiques, mais tout ce qui renvoie à la vie quotidienne sont très peu évoqués, voilà, alors que c'est des questions quand même assez importantes, puisque moi je considère que dans la lutte, il y a les conditions matérielles, voilà, on décide de lutter parce que pour essayer de s'en sortir matériellement, et aussi voilà que c'est pour améliorer, pour changer radicalement sa vie. Voilà. Et donc je fais des articles sur les luttes sociales, que ce soit les luttes actuelles que j'essaie d'analyser ou de présenter ou de montrer ce qui me semble intéressant et les limites de l'histoire des luttes aussi, parce que je pense que aujourd'hui on est dans une période où il y a
une perte de la mémoire des luttes, où on est dans l'immédiateté aussi, dans le militantisme, on essaie de penser le prochain coup d'après, la prochaine manif, la prochaine action, et on est très sur le court terme, et tout ce qui est vision à long terme ou vision historique, de se souvenir aussi des erreurs du passé, notamment des fonctionnements des bureaucraties. Aujourd'hui, on considère que les syndicats, les partis, etc., par exemple, dans pas mal de collectifs auxquels j'ai participé, dès qu'on critique les partis ou les syndicats, on est accusé de sectarisme, sans se poser la question de comment fonctionnent ces organisations, quelle est leur histoire dans les mouvements de lutte. Et aussi, je parle de différents de critiques de la vie quotidienne. Donc, les pensées qui me semblent intéressantes, c'est les pensées des avant-gardes artistiques, que ce soit les avant-gardes historiques, alors pas au sens d'avant-garde politique, oui. Voilà, dans le sens de mouvements qui ont essayé d'innover et de faire que la créativité soit faite par tous, et justement pas par une élite, pas par des artistes professionnels. Et cette réflexion pourrait être étendue à tous les aspects de l'existence. Voilà. Donc que ce soit les mouvements dadaïstes, surréalistes ou les situationnistes aussi qui ont articulé cette réflexion avec un discours politique. Voilà. Et également aussi des pensées qui ont disparu aujourd'hui, comme le freudo-marxisme, comme toutes les pensées de l'école de Francfort, voilà, qui critiquent la répression des désirs, la répression dans tous les aspects de la vie. Voilà. Oui, nous on a particulièrement, enfin, je t'avoue que ce qui nous a vraiment plu, enfin au-delà de tous les articles qui ont pu être mis en ligne, qui sont, comme tu disais à juste titre, très liés à la vie quotidienne notamment. Enfin bon, ce qui nous a plu d'emblée, c'est, je dirais, le sous sur quoi tu mettais, enfin quel était le drapeau, enfin c'est le drapeau que tu brandissais entre guillemets, qui t'avait motivé pour faire ce site. C'est-à-dire que tu constatais une atomisation, une absence peut-être de lien entre les individus, en tout cas que ce lien se distendait, se délitait. Je t'avoue que nous on a été, plus particulièrement moi, j'ai été assez sensible à tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment le symptôme de la décomposition d'une société. C'est-à-dire que, bon, peut-être tout à l'heure, nous on en reparlera d'ailleurs sur les aspects plus technologiques, que tu abordes d'ailleurs, je crois, dans un des thèmes, notamment, je crois que sur la rencontre sur Internet d'ailleurs, qu'on a pu lire il y a très peu de temps. Mais enfin, ça, c'est vraiment ce qui nous a interpellés. Est-ce que tu peux nous en dire plus, toi, sur la décomposition de ce lien qui fait que toi, à un moment donné, tu l'as brandi comme une espèce d'étendard ou quelque chose qui t'a un peu motivé. Est-ce que tu l'as constaté? Est-ce que tu le constates même dans les milieux politiques que tu peux côtoyer? Puis on parlera d'ailleurs tout à l'heure de Montpellier, parce que c'est très intéressant aussi que ça. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté, que la perte de ce lien ou l'absence de ce lien ou la nécessité de retisser quelque chose? Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était fondamental dans ton projet? Oui, effectivement, moi je pense qu'on est dans une période, je sais pas, j'ai pas vécu d'autres périodes historiques, mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'isolement entre les individus. Voilà, une atomisation, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau du travail où il y a justement une précarisation, une forme il y a plus vraiment de lieux de travail, de concentration. On travaille beaucoup pour des petites entreprises, etc. Voilà, il n'y a pas de solidarité qui peut se créer. Effectivement, aussi, il y a tout ce qui relève des nouvelles technologies. Et ça, effectivement, c'est l'aspect un peu plus nouveau, qui révèle, parce que je pense que c'est pas non plus particulièrement nouveau, mais c'est vrai que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, révèle qu'on préfère la rencontre se fait par Internet, se fait beaucoup par écran interposé, que quand on va dans des transports en commun ou dans des lieux publics, les gens sont plus connectés à leur écran qu'ils ne discutent avec d'autres personnes, même les personnes qui sont en face d'elles, même des gens qui se connaissent d'ailleurs, sont plus en train de chatter ou d'être rivés sur leur écran plutôt que discuter avec le monde autour d'eux. Et donc voilà, moi je pense que c'est effectivement quelque chose d'assez important, parce que c'est d'une part c'est important dans le cadre
d'un désir de transformer la société, puisque c'est en partie cette atomisation, cette destruction des relations humaines qui explique qu'il n'y a plus de communauté de lutte, plus de solidarité, de classe, qu'il n'y a plus vraiment de construction d'un mouvement en commun, puisqu'on est beaucoup dans l'individualisme au sens péjoratif du terme, et y compris dans des dérives un peu alternativistes, où par exemple, ensuite, bon, c'est un jugement personnel, mais même dans les principes des squats, il y a une forme d'essayer de créer du lien, mais dans l'alternative, c'est-à-dire sans essayer de construire un mouvement d'ampleur avec l'ensemble de la société. Et aussi, voilà, il y a une destruction, ouais, je considère qu'il y a une destruction des relations humaines aujourd'hui. Ensuite, c'est une réflexion aussi qui est pas forcément, moi je suis pas sociologue, je suis pas universitaire ou j'ai pas de j'ai pas fait une analyse sociologique concrète de ça, mais c'est aussi un sentiment. Voilà, c'est quelque chose que je ressens. Oui, tu peux l'exprimer, et je pense que c'est peut-être plus valable que tu l'exprimes toi qu'un sociologue, hein, si je puis me permettre. Ouais. Je pense que c'est plutôt sympa que tu l'exprimes, et c'est plutôt à toi qu'il faut le demander. C'est-à-dire que c'est plutôt comme ça. Bon, moi, je pense que toi, tu es à peu près dans la même démarche. On se nourrit tous d'écrits de gens qui ont des savoirs spécialisés, et puis on essaie de les remettre à notre sauce, ou en tout cas d'en avoir un regard assez critique. Toi, on voit que tu as une lecture très précise, très critique. On voit dans le site, on voit que tu décortiques les ouvrages de manière très critique, très 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 construite. Est-ce que c'est une méthode qui te permet de comprendre, enfin, le réel, d'arriver à construire une position plus pratique? Comment tu vois cette lecture critique que tu as des ouvrages que tu décortiques? Bon, après, on parlera peut-être de celle du dernier, parce que je pense que c'est très intéressant. Il y a une actualité des situs là dernièrement. Comment tu te sers de cette lecture, et comment tu arrives à avoir ce regard critique, et tu le mets au service de quelle perspective, si je puis me permettre? En fait, avant de créer ce blog, évidemment, j'avais déjà une réflexion politique un peu construite. Donc effectivement, moi c'est une critique à partir de positions politiques. Voilà, je revendique une part de subjectivité parce que justement c'est pas un compte rendu ni universitaire ni journalistique. C'est-à-dire que je donne aussi, j'essaie de donner mon opinion, mais si j'essaie aussi de dire, en gros, de faire un résumé des livres que je lis ou des brochures que je peux lire. Mais j'essaie, voilà, de donner une vision subjective, parce que je pense que c'est important ce que l'on ressent est aussi important que ce qu'on analyse. Voilà. Et au niveau de l'analyse, pour être plus précis, moi j'ai une réflexion donc qui est plutôt au niveau des perspectives politiques, qui est proche du communisme de conseil et de l'anarchisme révolutionnaire, c'est-à-dire d'un anarchisme qui est ancré dans la lutte des classes et qui n'est pas juste un anarchisme, on va dire, idéologique ou moraliste. Donc les perspectives dans lesquelles je m'inscris, c'est des perspectives de lutte. Alors ensuite, j'ai pas de comment dire, j'ai pas de solution miracle, ni de plan de projet de société préconstruit, ni de stratégie mise en place. Mais disons que j'ai des pistes avec d'autres parce qu'effectivement il y a toute une histoire là aussi au niveau de la pensée. Je me réfère, voilà, à ces courants-là. D'anarchisme révolutionnaire, de marxisme anti-bureaucratique qui critique l'État, les formes d'autoritarisme, des hiérarchies. Et donc je me nourris aussi de cette histoire des réflexions critiques. Et donc moi ma position politique que j'ai, c'est d'essayer de s'inscrire dans une perspective de radicalisation des luttes, que les luttes s'inscrivent dans une rupture avec l'État et le capitalisme, et avec toutes les formes de hiérarchie, de domination, d'aliénation, et également d'une transformation justement de tous les aspects de l'existence, pas uniquement de la sphère économique et sociale, mais que dans les relations humaines, dans les différents domaines, la culture, la sexualité, l'amour, dans tous les aspects de la vie, qu'il y ait une transformation qualitative. Voilà, c'est un peu dans cette perspective que ça s'inscrit. Mais je pense en revanche que cette transformation
qualitative de l'existence ne peut passer que par les luttes sociales. Voilà. Même si on peut essayer d'expérimenter d'autres manières de vivre, essayer de s'en sortir au mieux, d'avoir des activités, par exemple, pour moi faire un journal c'est quand même une manière aussi d'être un peu plus épanoui dans la société actuelle, mais pour vraiment s'inscrire dans une perspective émancipatrice, pour moi il faut aussi une rupture avec l'ordre existant. Oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire que tu veux dire que tu as une vision critique même de ce que tu produis intellectuellement comme une espèce d'ersatz de quelque chose qui viendrait comme une sorte d'opium, ou c'est quelque chose de nécessaire qui accompagne tes luttes, ou tu vois, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Parce que Oui, alors... on a toujours tendance à croire qu'on fait quelque chose par dépit ou pour se trouver une espèce de hobby, je ne sais quoi, ou une manière d'intervenir comme une espèce, oui, je disais d'ersatz d'intervention sociale quand il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. Mais est-ce que c'est pas quelque chose, c'est presque nécessaire, enfin, d'être dans cette dynamique de réflexion, de déconstruction du réel, enfin, je vais pas dire que déconstruction, mais de compréhension du réel, c'est un peu presque nécessaire, enfin, c'est presque vital, quoi. Moi, j'ai l'impression que ce que tu fais est c'est vital dans le sens où on peut pas faire autrement, quoi. Ouais. Oui, alors moi, comment mon journal, j'ai pas conçu dans une manière d'intervention politique. Voilà, même si je pense que la réflexion c'est important, mais c'est vrai que pour faire une critique de mon journal, je suis tout seul à écrire et ça manque un peu de réflexion collective. Voilà, et ça manque, ça manque aussi de mouvement, d'ébullition. Moi, quand je disais au début qu'effectivement il faut pas séparer la théorie de la pratique, je pense que mon journal est, même si moi à titre personnel je participe à des luttes sociales et aussi c'est les réflexions que je peux avoir dans des mouvements de lutte qui m'ont inspiré, qui ont inspiré ma réflexion, puisque j'ai commencé à réfléchir aux questions politiques à partir du moment. Voilà, en direct. L'ordinateur, excusez-nous. Excuse-moi, Sylvain. Ouais. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas pensé à ce que faire un journal d'intervention, dans le sens où j'ai très peu d'illusions sur l'influence que je pourrais avoir. Mais en revanche, si ça participe à une réflexion collective et si ça permet aussi de faire revivre des réflexions aussi du passé, parce que quand même, mine de rien, je pense que effectivement il y a des gens qui réfléchissent aujourd'hui, mais il y a aussi des réflexions très intéressantes dans le passé, dans les luttes du passé, voilà, les situationnistes, les freudo-marxistes, les différents courants politiques, même les mouvements des avant-gardes artistiques. Voilà. Donc je conçois pas ça uniquement comme oui. Alors par rapport au hobby. Non, mais c'est une question un peu affoucheuse. Ouais. Excuse-moi. Oui. Alors c'est pas un hobby dans le sens où c'est pas disons un loisir qui est séparé, c'est-à-dire c'est pas comment dire, oui, un hobby, moi ce que j'entends par hobby, ce serait plutôt un loisir de consommation de masse, de loisir qui permet plus l'aliénation et l'abrutissement que l'émancipation. Alors est-ce que c'est un passe-temps? Oui, je pense qu'il y a une partie. Moi, j'insiste aussi sur le plaisir de la réflexion. Oui, tu fais bien oui. Dans la lutte. Voilà. Donc c'est une réflexion. Je pense que c'est nécessaire. Mais par exemple, ce que je fais pas, c'est je ne lis pas des livres qui peuvent être indispensables, mais dont j'ai pas le désir de lire. Par exemple, je vais pas lire les œuvres complètes de Karl Marx et en faire un compte-rendu exhaustif sur le blog, même si bon, je pense que ça peut être intéressant. Et à la réflexion collective, ça peut avoir un apport extrêmement important. Mais disons que s'il y en a d'autres qui peuvent le faire, qui ont ce désir-là, je pense que c'est aussi bien. Donc moi je parle de choses dont j'ai envie de parler, de sujets qui m'intéressent aussi. Oui, voilà, même si je pense qu'effectivement c'est des réflexions qui m'intéressent parce que je pense que c'est important aussi. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, quoi. Oui. Non, mais je crois qu'on partage tout à fait cette envie. Je crois que si on voit le militantisme comme une espèce de corvée ou comme un boulot bis, il est évident qu'on aura toutes les peines à
à faire quelque chose d'intéressant, et qui permettent aussi aux gens de se coaguler ou d'y faire participer des gens qu'on trouve intéressants, eux aussi d'ailleurs, hein, parce que si c'est pour s'autoflageller ou cultiver une espèce de dolorisme ou d'esprit de sacrifice digne de culte religieux, c'est sûr c'est pas très motivant et le côté sacrificiel a quelque chose d'assez mortifère. Cécilia, tu voulais poser une question à Sylvain? Oui, Sylvain, salut, j'ai pas eu l'occasion encore, mais merci d'être là, bonjour. Oui, donc nous aussi, hein, on essaie de se faire plaisir en faisant cette radio. On est toujours, en tout cas, comme tu le disais, dans l'espèce de, on cherche à toujours travailler des sujets, à acquérir des connaissances et à continuer d'avoir des regards et des analyses critiques sur notre réel. Et c'est intéressant ce que tu dis justement sur essayer d'avoir ce retour sur la vie quotidienne et en fonction de ça, chercher à analyser ce qui peut nous être jeté au visage régulièrement quand on va bosser, quand on bosse nous-mêmes. Et c'est hyper important pour garder le contact avec le réel et continuer à le regarder et à l'analyser, à chercher. Enfin, sur ton site, ce qui est vraiment chouette, c'est que tes articles sont assez intelligibles, enfin tous quoi, et que accessibles et pertinents, et puis complètement différents. Enfin, ils sont assez éclectiques sur beaucoup de sujets. Donc, et puis évidemment, c'est en total. Enfin, voilà, on fait un peu. C'est en total. Enfin, ça colle un peu, ça colle à ce qu'on pense. Donc c'est vrai que c'est sympa aussi de voir qu'on n'est pas tout seul, mais et c'est aussi pour ça que c'est important, nous, Vostadi, qu'on puisse contacter et qu'on puisse créer, tisser un petit peu ce réseau et rencontrer peut-être à terme, mais en tout cas pouvoir t'avoir au bout du fil pour discuter de ce qui t'a amené là. Et tu disais aussi sur ces orgas ou sur ces collectifs qui essaient de créer des mouvements alternatifs, que c'est vrai que c'est pas l'aboutissement forcément de la lutte, et qu'elle doit s'insérer aussi dans des luttes sociales concrètes. Donc c'est vrai que nous, c'est un peu ce qu'on constate aussi dans ces milieux militants où on a du mal à réfléchir ensemble, où c'est toujours assez sectaire et un peu compliqué de faire l'apprentissage de l'histoire des luttes et en même temps, c'est vrai que c'est important ce que tu dis sur ces histoires, c'est-à-dire les répéter, revenir dessus, parce qu'il y a des choses qui ont été dites avant nous et qui ont été faites aussi avant, et qu'on peut on peut en prendre, on peut essayer d'en tirer une expérience pour les appliquer concrètement au quotidien aujourd'hui. Donc c'est un beau boulot et c'est important. C'est important que tu le fasses. Après, c'est vrai que ma question, ça va être, est-ce que toi, tu travailles ces sujets, ces articles vraiment en fonction de ce qui vient, de ce que tu lis, de ce qui t'intéresse à un moment donné, voir ce qui te touche, ou est-ce que vous êtes à plusieurs, ou est-ce que tu as fait des rencontres, ou est-ce que toi, t'arrives finalement dans ton quotidien à ouvrir un peu ta réflexion, à la travailler avec d'autres, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est personnel, voire que tu as du mal même dans ton quotidien à toi à gérer tout seul, ou parce qu'on n'a pas tous le temps d'écrire et d'être aussi ouvert aux autres. Je sais pas comment tu t'organises, comment tu vois ça, comment tu travailles de ton côté, quand tu disais que on était assez atomisés. L'aspect, une des raisons pour expliquer pourquoi je suis tout seul à écrire, je pense que il y a une première raison, oui, qui est que c'est très compliqué d'écrire avec une régularité dans un journal. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît, mais c'est vrai que ça peut ne pas plaire à des personnes d'écrire dans un journal, et c'est une mode d'action, de réflexion qui est différente, voilà. Ensuite, je pense qu'il y a une raison aussi de fond, c'est que c'est un journal, que ce soit par la forme, c'est-à-dire effectivement privilégier plus la réflexion que une espèce de dépêche AFP libertaire ou pas libertaire d'ailleurs, d'essayer d'accumuler des événements, de décrire, d'être très figé sur l'actualité immédiate, sur qu'est-ce qui se passe, voilà, sur la Syrie, sur je sais pas trop quoi. Ça, effectivement, c'est des journaux où on trouve pas mal de gens pour écrire et pour en publier. Et d'ailleurs, c'est très bien.
Mais moi, effectivement, c'est une démarche qui est différente, plus de réflexion et de réflexion globale aussi, parce que oui, moi je m'oppose à la séparation qu'il y a dans la réflexion, notamment en ce moment, parce qu'il n'y a pas de mouvement global, il y a beaucoup de luttes partielles, où il y a des luttes par rapport à Notre-Dame-des-Landes, par rapport à l'antifascisme, par rapport aux sans-papiers, à la précarité, etc. Et donc c'est quand il y a de la réflexion dans ces mouvements, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que souvent c'est très comment on s'organise dans la pratique et dans l'immédiat, mais quand il y a de la réflexion, ça reste très parcellisé, très morcelé. Et même y compris dans les milieux libertaires, où il y a effectivement des espèces de spécialistes de certaines questions. Alors en plus maintenant il y a toute une idéologie postmoderne qui fait qu'il y a des spécialistes de l'antisexisme, des végétariens, des machins, un espèce d'éparpillement. Et puis l'autre aspect, comment ? Non mais c'était, enfin, je veux dire, on boit tes paroles parce que c'est tellement juste, c'est tout ce que tu dis est tellement juste. C'est vrai on est face à des, tu parlais à des niches, à des spécialistes en spécialité, quoi. Voilà. Excuse-moi, on t'a coupé. Ouais. Oui. Et puis aussi, il y a un autre aspect pour lequel je suis très isolé, c'est que j'ai effectivement des idées politiques. Donc je peux partager avec vous, mais qui sont pas largement partagées dans la population et même dans les milieux militants où il y a quand même où c'est très difficile. Et les gens, quand on critique une organisation, ils se font attaquer personnellement. Quand il y a des discours un peu critiques, c'est très très mal vu parce que, y compris dans les luttes sociales, donc des gens qui sont censés s'opposer au capitalisme ou à l'État, il y a le côté d'être dans l'unité, d'être dans le consensus, d'être dans éviter les débats qui fâchent. Et donc c'est vrai qu'un journal avec une ligne politique très marquée, c'est moins attirant que par exemple, je sais pas, Indie Media ou des journaux comme ça qui reposent un peu sur l'open publishing, c'est-à-dire que tout le monde peut écrire ce qu'il veut, du moment que c'est dans une ligne quand même un peu plus large, un peu plus qui est libertaire, qui est pas inintéressante, mais où chacun peut écrire un peu ce qu'il veut. Moi, c'est vrai que j'ai une ligne politique qui est un peu plus limitée, un peu plus précise, on va dire. Tu peux nous donner les sujets qui fâchent, enfin les sujets qui cassent le consensus ou que tu considères être problématiques à l'intérieur des milieux libertaires. Tu parlais tout à l'heure de l'intrusion des cultures, peut-être, j'allais dire des cultural studies, non mais c'est pas ça, mais de tous ces courants modernistes ou postmodernes, ça en fait partie de cette critique, enfin elle est pas possible cette critique à l'intérieur des mouvements libertaires. Et puis par extrapolation, quels sont les sujets qui fâchent à l'intérieur des courants libertaires au sens large, hein. Alors, il y a à la fois des sujets qui fâchent, et je pense que la plupart du temps, c'est même pas qui fâchent, c'est qui indiffèrent. Alors, il y a les sujets qui fâchent, c'est effectivement la critique du postmodernisme. Alors que ce que j'entends par là, c'est effectivement une conception de l'anarchisme, de la politique, qui est pas attachée à un projet d'émancipation globale, mais qui est plus dans la micro-résistance, dans l'alternative en acte, dans le concret, dans le concret au sens d'une micro-expérience concrète, qui est aussi dans la parcellisation des luttes, en disant aujourd'hui, je sais pas si c'était tout le temps comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des collectifs qui se créent sur des choses vraiment très précises, des points très précis. Il y a une spécialisation terrible, et les sujets qui sont ignorés, il y a effectivement tout ce qui relève de la critique de la vie quotidienne, de la destruction des relations humaines, qui est absolument pas pris en compte. Voilà, c'est juste que ça n'intéresse pas dans les milieux libertaires en général. C'est quelque chose qui n'intéresse pas. On se focalise uniquement sur l'aspect économique et social. Ce qui est peut-être lié parce qu'on est dans une période de crise et de plan d'austérité, donc c'est vrai que c'est un problème, moi que je nie pas, que je trouve tout à fait intéressant à critiquer. Mais à mon avis, la logique du capital,
s'étend au-delà de la sphère économique et sociale et dans tous les aspects de la vie, dans les relations humaines, dans les loisirs, dans la culture. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est très difficile à porter ce type de critique dans les milieux libertaires qui sont très aussi dans une logique de réaction, de réactivité par rapport à Notre-Dame-des-Landes, par rapport à l'antifascisme. On a vu des collectifs surgir donc de manière très réactive, sans se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'antifascisme, comment on construit l'antifascisme à long terme. Ou sur Notre-Dame-des-Landes, je pense que c'était encore pire, puisque c'était l'opposition à l'aéroport, mais sans réflexion sur ce qu'est l'urbanisme aujourd'hui, ce que représente quand même un aéroport dans la conception des relations humaines aussi, où on est totalement dans l'atomisation et dans la destruction de toute forme de relations sociales. Et c'est cette critique de l'aéroport, de la vitesse, de l'urbanisme, était pas du tout, en tout cas moi j'ai pas entendu dans les collectifs, même sur des sites de ZMADIR, etc. De la ZAD, c'est pas trop présent, voilà. Et donc autre sujet qui fâche, oui, c'est les critiques. Alors je sais pas si c'est conjoncturel ou si là aussi c'est toujours comme ça, mais les critiques du syndicalisme, des formes d'organisation. Ouais. Où, y compris dans le milieu libertaire, on nous dit mais les syndicats, évidemment, on sait que c'est pas la panacée, que c'est pas forcément le truc le plus formidable, que c'est pas ça qui va faire la révolution, mais c'est quand même le seul mode d'action dans le domaine économique et social qui se présente, et on peut pas agir de manière différente, et on peut pas agir sans être dans des structures très très rigides. Voilà, il y a un côté aussi très pragmatique au mauvais sens du terme. C'est-à-dire on s'adapte sans arrêt à la réalité en disant, et notamment aujourd'hui, puisqu'il y a un reflux total des luttes sociales, et un grand argument pour s'adapter et accepter toutes les compromissions, c'est de dire oui, c'est une période qui est dure, c'est une période où il n'y a pas de lutte, donc il faut être pragmatique et aller dans les syndicats et accepter les mots d'ordre les plus réformistes, voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est un discours qui est pas toujours qui est considéré comme critique et qui est vite tous les discours critiques sont vite marginalisés à notre époque. On considère c'est un discours de grincheux, c'est un discours de quelqu'un qui est pas content, qui veut saboter la lutte aussi. Ça, j'ai déjà entendu, pas forcément pour moi, mais dès que des gens tiennent un discours critique dans une assemblée générale en critiquant, par exemple, le fonctionnement, en disant que c'est dans les assemblées étudiantes, bon voilà, il y a des fonctionnements qui sont pas forcément toujours très libertaires, mais qui sont présentés comme tels, et dès qu'une personne intervient pour dire ah oui non mais le fonctionnement est totalement aberrant, le fonctionnement du bureau est pas du tout dans un fonctionnement de démocratie directe, immédiatement il y a une accusation, vous voulez saboter la lutte, vous voulez tout casser, et vous êtes là uniquement dans la critique et pas dans la construction. Donc il y a globalement, moi je constate que dans tous les milieux, alors peut-être les libertaires un peu moins que d'autres milieux du mouvement social, mais y compris au sein des libertaires, il y a un refus de la critique, de critiquer ce qui dérange, de critiquer des tendances réformistes, des tendances bureaucratiques. C'est quelque chose qui est considéré comme une attaque contre le mouvement social. Voilà. Ouais, donc ça c'est des constats généraux, enfin un constat général que tu fais. Cécilia voulait poser une question, c'est ça? Non, moi je constate effectivement la même chose, et je voulais juste rajouter un petit peu aussi. Je voulais appuyer ce que tu dis. Effectivement, quand tu dis que dans les milieux militants, on est sur des milieux où il y a des spécialistes, où on est dans l'action-réaction, ou dans l'action coup de poing. Et en fait, c'est vrai qu'on pourrait parler. On rentre par exemple, par rapport à la sociologie des milieux militants, quoi. On pourrait parler. De qui les compose, comment ils se composent, qui les occupe, qui prend la parole, qui justement même on va dire les guide, quoi. Qui les influence, qui les prend en main, qui les prend en charge, parce qu'en fait c'est toujours un petit peu les mêmes, et que en fait c'est des milieux
au sein desquels il n'y a pas vraiment d'ouverture sociologique, c'est-à-dire sur des gens qui voilà, ont des problématiques, comme tu disais, c'est pour ça que c'est important de l'avoir en tête, des problématiques du quotidien, des soucis du quotidien, des problèmes, je sais pas, pour les femmes pour garder des enfants, pour une femme de ménage avec des horaires à temps partiel, avec des gens qui vont pas avoir le temps et qui vont pas pouvoir être là au moment où il va y avoir une action à mettre en place, à mener au bon moment. Ils sont aussi dans la recherche d'un impact médiatique. Voilà, donc ils essaient d'utiliser tous les outils qui sont, comme tu disais, ils sont pragmatiques, donc ces outils à disposition. Et évidemment, ça a un impact après sur ce que tu indiquais, sur la difficulté après de critiquer et de regarder et d'essayer de mettre en place une construction, une réflexion globale en prenant un peu de recul et en travaillant les sujets de fond. Parce que forcément, dans ces organisations où on est sur des impératifs assez immédiats, assez en réaction à, forcément on peut pas, enfin on a beaucoup de mal à travailler une réflexion globale sur des sujets, sur l'histoire, même à composer, enfin essayer de mettre en place, à composer une espèce de bibliothèque ou de films, de bouquins qu'on peut se transmettre. Enfin voilà, il y a pas, c'est vrai qu'on n'est pas sur la réflexion, on est plus sur l'action, ouais. Donc enfin voilà, je suis totalement. On a effectivement, on a les mêmes remarques, quoi. Moi, j'ai pu remarquer la même chose aussi de mon côté. Tu peux nous donner, je dirais, pas dire l'impact, mais le regard que tu peux, que les gens ont sur zone subversive du côté de Montpellier ou sur les différentes réactions que tu peux avoir. Tu peux nous donner cet écho, c'est-à-dire comment est-ce que c'est perçu dans le milieu, pas forcément que de Montpellier. Après, on parlera de Montpellier, mais quels sont les retours, qu'est-ce qu'on peut faire comme critique ou comme remarque judicieuse ou comme je dirais oui, même comme compliment d'ailleurs. Et surtout. Alors, les retours, il y a un premier aspect qui est une critique d'ailleurs que j'accepte et j'essaie de m'améliorer dans ce sens, c'est de dire justement que c'est pas forcément très accessible. Alors effectivement, vous trouvez que c'est accessible parce que j'essaie de le rendre le plus accessible possible, mais c'est vrai que pour une partie de la population, c'est vrai que c'est pas forcément. Je parle de sujets qui sont pas forcément accessibles, même si j'essaie d'en parler de manière la plus accessible possible, mais c'est vrai que c'est étonnant, pas toujours très bien compris. Oui, c'est très étonnant. Ouais. Ensuite, il y a peut-être une forme d'hypocrisie d'éviter le débat aussi, de dire on comprend pas, donc on n'en discute pas. Aussi, c'est possible qu'il y ait cet aspect-là. Mais bon, ça, effectivement, j'essaie de prendre en compte cet aspect-là. Et malheureusement, j'ai pas eu de discussion ou de rencontres pour discuter de ce que j'écris. Très peu. Il y a des gens avec lesquels je suis d'accord, que je connais, et donc ils sont d'accord avec ce que j'écris. Globalement, moi, le sentiment que j'ai, c'est que justement il y a une partie des articles qui sont plutôt bien acceptés. C'est les articles sur l'histoire des mouvements de lutte et sur les luttes sociales, où c'est quand même plutôt bien accepté dans les milieux communistes libertaires, on va dire. Et en revanche, tout ce qui relève de la critique de la vie quotidienne alors je dirais pas que c'est pas accepté, mais disons que ça parle moins au milieu militant. Et ensuite, des gens qui sont pas militants et qui lisent mon blog, je sais pas s'il y en a beaucoup, malheureusement, même si moi je cherche pas à m'adresser aux militants. L'objectif c'est pas de bien sûr. J'essaie de sortir du petit milieu, mais c'est vrai que malheureusement j'ai pas la solution. Et d'ailleurs les critiques que j'ai pu faire auparavant de l'immédiatisme, etc. Je pense que dans ma pratique concrète, dans les luttes, je suis un peu là-dedans. Même si j'ai évidemment une réflexion critique et je le critique, mais c'est vrai que c'est très difficile de s'ouvrir aux autres personnes, de faire un journal accessible, lisible par tous, qui parle à tout le monde. Alors j'ai pas non plus cherché à faire un journal grand public, c'est-à-dire j'ai pas fait
c'est pas le nombre de clics qui m'intéresse, voilà. Oui, bien sûr. Mais on peut rester. Effectivement, j'aurais bien aimé qu'il y ait des retours. Donc moi, ça me fait plaisir d'ailleurs que vous m'interrogez, que vous dites que vous êtes d'accord avec ce que j'écris. Ah oui, non mais c'est évident. Ouais, non, bien sûr. C'est très. Enfin, on n'est pas là. Bon, comme on disait, Sylvain, on n'est pas là pour faire la flagornerie ou je dirais presque le cirage de pompe. C'est pas le problème, n'est pas là. L'objectif, il est surtout. Enfin, bien évidemment, on est en accord avec beaucoup de ce que tu peux écrire et beaucoup de choses qui sont en ligne. Donc, sinon, bien évidemment, on n'aurait pas lancé d'invitation et je pense que tu n'aurais pas accepté. Mais nous, ce qui nous a touchés, c'est à la fois, je te dis, l'étendard que tu as pu brandir. Et puis justement, c'est pour ça qu'on est plutôt étonné, c'est l'accessibilité, tout en maintenant une exigence, je dirais, théorique et une exigence en termes de référence. Et c'est pour ça qu'on est plutôt, quand on a accès au blog, enfin en tout cas au journal que tu fais, on sait plutôt ce vers quoi on essaierait de tendre, c'est-à-dire justement donner la capacité de maintenir une exigence intellectuelle tout en restant accessible. Et on pense que c'est possible, et on pense que certains ne le font pas pour rester dans une espèce de stratosphère intellectuelle qui permet de donner des prébandes au sein de l'université, ou quand on fait dans les pâquerettes, c'est pour réduire les mots d'ordre à de simples appels mobilisateurs, mais qui renvoient les gens à la simple dynamique d'être un automate. Donc voilà, donc pour ça qu'on pense que le pari est plutôt réussi, quoi. Enfin bon, on va pas faire que dans ton éloge, mais oui, Cécilia. Ouais, et puis surtout, enfin, faut comment dire, c'est aujourd'hui, quand on a vraiment cette sensibilité-là, si tu veux, on n'est pas, enfin, quand aujourd'hui, nous, enfin, toi, Paul, t'es hyper clair sur tes idées. C'est vrai en même temps, on n'est pas à égalité. Je veux dire, il y a plein de gens, il y a plein de copains qu'on côtoie, qui ont des expériences différentes et qui ont aussi un bagage théorique différent. De toute façon, en permanence, on est en évolution permanente et on a besoin, et c'est vrai que ton site permet ça, je pense, d'un moment de se raccrocher à certaines idées, d'aller chercher des connaissances. Et c'est des connaissances aussi très précises, c'est pas n'importe lesquelles. Je veux dire, comme tu disais, on n'est pas là pour aller chercher de l'info, de l'actualité, une réflexion sur l'actualité instantanée. C'est vraiment un travail de fond que n'importe quelle personne un peu sensibilisée ou sensible voilà, à des idées, a envie de travailler, a envie de bosser et aussi a envie de communiquer à d'autres et de discuter ensemble, même que ce soit à travers un site internet ou avec la radio que nous on essaie de faire, c'est ça, c'est donner accès à une information que tout le monde n'a pas, à des connaissances que tout le monde n'a pas, les rendre accessibles, les vulgariser comme on dit, hein, voilà, et donner cet intérêt-là, donner cette accessibilité-là, et c'est justement ce qu'on trouve pas non plus dans ces milieux militants, enfin ce que on pourrait essayer de développer en collectif, en collectivité, mais trouver cette ouverture-là justement pour parler, pour discuter, pour échanger et prendre un peu de recul sur les sujets. Et ton site permet de le faire, voilà, parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous le temps de lire les bouquins, et c'est bien de pouvoir concentrer des analyses que d'autres font, que des copains font, comme toi, pour qu'on puisse aller s'en nourrir, les chercher, puis s'intéresser, aller plus loin par rapport à ces sujets-là. Donc c'est vraiment important. C'est pas juste, ça me fait plaisir et tout. C'est aussi collectif ce que tu fais, même si tu le fais de manière individuelle. À mon avis, voilà. Et ça, c'est en ça que c'est important et que c'est même primordial. Ouais, oui, effectivement, je suis assez d'accord. Alors, oui, j'espère que j'y parviens, mais c'est effectivement la démarche, c'est de permettre de diffuser une réflexion, oui, assez exigeante et de la rendre accessible. Donc, oui, si j'y parviens, c'est très bien. Mais c'est tout à fait la démarche, parce que ça manque, hein, je pense. Pardon, je t'ai interrompu. Ouais, oui, parce que alors de ce que je lis pas fréquemment ce type de littérature, mais il y a effectivement toute une littérature d'ultra gauche, on va dire, théorie communiste, temps critique, etc., où il y a une réflexion qui peut être intéressante, mais j'ai du mal à la comprendre. Voilà. Bah, on est deux alors. Hein. Comment ? On est deux alors. Enfin, trois. Ouais. Et c'est dommage parce qu'effectivement les références théoriques qu'il y a sont
moi, me semble plutôt assez intéressante, d'un regard aussi critique sur les luttes sociales. Mais il y a tout un vocabulaire, tout un tas de concepts, tout un langage qui rend très peu accessible, je pense, au plus grand nombre. Alors ensuite, est-ce que c'est leur objectif à eux? Je suis pas persuadé non plus. Bon, il y a un aspect ésotérique derrière qu'il faut pas cacher. Enfin, il y a le contenu ésotérique qui donne une espèce de poids comme ça, un peu un poids mystique à tous ces trucs-là qui pourraient d'ailleurs, je pense, être dit beaucoup plus simplement. Bon, enfin ça ne regarde que moi ce que je dis. Mais pour reprendre un peu ce que tu disais, on a vu au fur et à mesure de ce que tu pouvais mettre sur ton journal, puisqu'on va appeler ça un journal, tu t'intéressais, enfin, on voit bien que tu as une critique de la vie quotidienne, que tu t'intéresses à tout cet aspect de la critique de la vie quotidienne. Donc je pense à Henri Lefebvre, à tous ces gens-là, et au situ, mais particulièrement au situ, et particulièrement ces derniers temps au situ. Tout à l'heure, on a fait vraiment un appel du pied, mais c'était vraiment pour enchaîner un peu avec toi. Je suppose, je sais pas si tu as pu écouter dernièrement Michel Onfray sur les situs. Je voulais au moins avoir ton avis parce que cet été j'y pensais, je me suis dit mais si on a Sylvain au bout du micro, on lui posera la question parce que on voit quand même que tu es influencé par les situs, on voit qu'il y a une réflexion sur les situs. Moi j'ai vu des très sympathiques collages que tu as certainement fait et qui sont téléchargeables, qui sont très sympas, que j'invite les gens à aller regarder, qui sont très intéressants. C'est dans une pure veine situationniste. Est-ce que tu as écouté les conférences de Michel Onfray? Quel est ton regard sur la critique de Debord et des situationnistes? Alors oui, sur Michel Onfray, oui, j'ai écouté ce qu'il en disait. Alors, Michel Onfray, moi je pense qu'il y a, alors je vais commencer par le positif, il parle de penseurs qui sont oubliés, notamment dernièrement Henri Lefebvre, les situationnistes, il y avait Mercuse aussi, qui sont des penseurs que je trouve très intéressants, qui sont oubliés, qui sont pas très connus, et si Michel Onfray permet de faire connaître un peu tous ces penseurs-là et un anarchisme, on va dire, hédoniste, attaché au plaisir, à la critique de la vie quotidienne, je trouve que c'est intéressant. Ensuite, le problème, c'est que Michel Onfray, il a un point de vue très particulier. Et quand j'ai écouté ses conférences, il donnait lui aussi, il affichait son drapeau et il défendait en gros c'est le mouvement Colibri de Pierre Rabhi. Et donc un peu ce que je critique, c'est-à-dire la petite alternative en acte, un côté qui existe dans l'anarchisme, qui est les courants un peu proudhoniens pour un capitalisme artisanal à échelle humaine, etc. Et qui est pas du tout d'ailleurs. Il disait qu'il trouvait qu'il y avait des choses intéressantes chez Guy Debord, chez Van Hegel. Mais il trouvait que la perspective de révolution sociale, et notamment l'anarchisme inspiré de Bakounine, attaché à la destruction de l'ordre existant, il disait que ça lui plaisait pas trop. Ouais. Et moi, je trouve qu'effectivement, malheureusement, pour créer un monde nouveau, il faut commencer par détruire l'ordre existant. Et inversement, d'après ce que j'ai compris de ce que disait Michel Onfray, il aimait bien l'évolution de Raoul Van Hegel, justement, vers l'apologie de la révolution minuscule, vers tous Van Hegel, en 1967, avec le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, je trouve que c'est assez intéressant, comme dire. Il y a beaucoup de choses qui sont développées, notamment, tout ce qui est destruction des relations humaines, tout ce qui relève de la critique de la vie quotidienne, avec une approche aussi subjective. Bien sûr. Et il est aussi attaché quand même, il essaie de concilier un Marx libertaire, révolutionnaire, avec aussi Bakounine, avec une pensée, d'essayer de concilier la critique de la vie quotidienne et la lutte des classes. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Van Hegel, il fait un peu de critique de la vie quotidienne, parce qu'il dit à peu près la même chose depuis qu'il écrit. Mais en revanche, la lutte des classes a totalement disparu de ses écrits récents, de ce que j'ai pu en lire, où c'est vraiment... alors, je sais plus quel est le titre de son dernier livre. La révolution n'est rien, soyons tout, un truc comme ça, où en gros il appelle à congédier la perspective révolutionnaire. Et Michel Onfray est totalement dans cette perspective où il dit la révolution c'est la violence, c'est les barricades et c'est des choses qu'il faut supprimer. Et même je pense qu'il y a
y a une certaine malhonnêteté intellectuelle chez Onfray, dans le sens où il assimile une perspective révolutionnaire et libertaire, donc effectivement qui fait pas l'apologie de la violence, mais qui assume effectivement une conflictualité et la nécessité de la violence avec l'État, parce que l'État se laissera pas faire. Et il assimile ça à la terreur, au jacobinisme et au marxisme autoritaire et bureaucratique. Exactement. Et là, je trouve effectivement que ça peut être très dangereux, parce que je sais pas s'il le pense réellement, mais s'il le pense, je suis pas persuadé qu'il le pense réellement, et je pense que c'est une opération un peu de manipulation intellectuelle, parce que je trouve qu'il y a pas grand chose à voir quand il rapproche le guide de bord de la terreur. Alors effectivement, il y a des postures aussi qui peuvent être critiquées chez les situationnistes, le côté très élitiste, très avant-gardiste, qui fonctionne à base d'exclusion, voilà, qui est effectivement quelque chose auquel je tiens pas particulièrement et qui est tout à fait critiquable. Bien sûr, et même des relations humaines. Mais au-delà de ça, je pense qu'on ferait critique plus que ça, il critique une perspective révolutionnaire. Oui, oui. Mais je pense qu'il est dans sa lignée, je dirais, deleuzo-guattariste, hein, c'est-à-dire de la révolution moléculaire. J'ai l'impression qu'il est dans cette perspective-là, c'est-à-dire, voilà, c'est les rhizomes, c'est comme tu disais, c'est-à-dire une vision un peu, enfin, lui, il appelle carrément capitaliste libertaire, hein, donc c'est clairement, il annonce la couleur. Mais c'est vrai, ce que tu dis est assez juste. Mais comme moi, j'y réfléchissais aussi sur cette perspective justement de malhonnêteté, d'assimilation, terreur, révolution, et dès qu'on parle de violence, ce serait assimilé à Robespierre et à la terreur, ce qui n'est effectivement pas de la tradition dont se réclament les situs et Debord. Hein. C'est pour ça que c'est toujours très étonnant. Donc tu l'as vécu, enfin tu l'as lu de manière critique, et pour autant tu t'en tires effectivement tu te dis qu'il en restera toujours quelque chose de positif, quitte à ce que les gens dépassent ces premiers abords et aillent dans le fond de ce qui est soulevé grâce à cette intervention radiophonique en fait, quoi. Il faut l'espérer. Ouais. Il faut l'espérer. Je sais pas à quel public il s'adresse. Alors effectivement, Michel Onfray, il y a un côté un peu gourou, donc peut-être qu'il s'adresse à des fans qui boivent ses paroles. Mais si des gens l'écoutent par curiosité, de manière un peu critique, ils peuvent se dire, ah oui, tiens, Marcuse, Lefebvre, Debord, Van Hegel, c'est des penseurs qui disent des choses intéressantes. Et être amené à lire les livres. Ensuite, moi je suis pas convaincu non plus par le concept d'université populaire. Qui consiste qui est très professoral au final. Tout à fait. Et qui est surtout de dire que les gens deviennent révolutionnaires par la pédagogie, par l'éducation, etc. Moi, je pense que c'est déjà il faut qu'il y ait une prise de conscience de ces conditions d'existence. Et cette prise de conscience, elle se fait pas forcément en écoutant Michel Onfray, mais plus par la révolte, voilà, par essayer de se regrouper, de s'organiser contre dans un cadre de lutte. Alors ensuite, s'il y a des gens qui ont déjà des expériences de lutte, qui ont commencé à se révolter et qui tombent sur Michel Onfray ou qui cherchent à voir ce qu'il y a dans Michel Onfray et puis qui sont intéressés ensuite par les auteurs dont il parle, je trouve que ça peut être intéressant. Ensuite, voilà. Et sans faire de questionnement plus personnel, est-ce que tu peux enfin, on n'est pas de la police politique, hein, mais est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours plus personnel? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve du côté de toute de la défense de ces idées-là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve de ce côté-là des idées et qu'on est presque obligé de les défendre jusqu'au point d'éditer un journal et jusqu'au point de défendre ces idées-là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans ton parcours, on en arrive là, quoi? Moi, alors, je pense que j'ai commencé à réfléchir sérieusement aux questions politiques à partir des luttes sociales. Et donc, j'ai commencé au mouvement du CPE en 2006. Et puis j'ai eu la chance, parce que c'est plus le cas actuellement, mais de 2006 à 2010, j'étais étudiant. Et il y avait des luttes sociales, enfin, il y a eu à peu près quatre luttes sociales, en tout cas à Montpellier. Alors c'est peut-être pas, ça reflète pas forcément toute la France, mais sur la fac de lettres de Montpellier, où il y a pas mal de mouvements, d'agitation, il y a eu plein de mouvements de lutte. Et moi, je trouve qu'à chaque mouvement de lutte, pour le coup, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des discussions. Voilà, il y a eu une réflexion qui avance dans ces mouvements-là.
Et puis ensuite, à côté de ça, j'ai continué à essayer de lire, à essayer de réfléchir par moi-même, essayer d'avoir une réflexion aussi personnelle et pas répéter forcément ce que disent les militants ou autres. Voilà. Donc moi, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la politique à travers ces mouvements de lutte. Donc j'avais en 2006, c'était le mouvement contre le CPE. Ensuite, il y a eu un mouvement sur la fac il y a eu les mouvements contre les réformes des universités en fait, voilà, en 2000, fin 2007, et puis aussi en 2008, voilà, et puis le mouvement des retraites en 2010. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a plus trop ces mouvements de lutte, hein, mais c'était une période, moi je trouvais, où il y avait beaucoup de réflexion aussi, mine de rien. Parce que quand on est dans un mouvement de lutte d'ampleur, il y a effectivement la réflexion du comment on fait pour bloquer, donc il y a le débat qui agite les assemblées générales étudiantes, il y a comment on fait pour s'organiser, pour distribuer les tracts, bloquer les routes, etc. Mais il y a aussi tout un tas de réflexions critiques, il y a des discussions de fond qui se font soit dans le cadre d'assemblée générale, de comités de mobilisation, voilà, ou dans des cadres plus informels, ou même sur les piquets de grève où les gens discutent. Et je trouve que c'est des périodes, en tout cas en ce qui concerne mon parcours personnel, sont importantes parce que c'est des moments où j'ai rencontré les gens et où j'ai considérablement progressé dans ma réflexion. Et qu'est-ce qu'il en reste de ces rencontres et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ces possibilités de rencontres sont faites sur des initiatives, des actions très concrètes. Qu'est-ce qui fait qu'après les choses se délitent, se perdent, est-ce qu'elles se restructurent dans le temps? Comment ça s'est passé juste après ces mouvements de lutte? Alors, après ces mouvements de lutte, je pense que ça a continué jusqu'en 2010-2011. Et puis ensuite, il y a eu une période qu'on vit toujours à l'heure actuelle, parce que la manif contre les retraites n'a pas l'air d'être très flamboyante pour l'instant, ce mouvement d'opposition, où on a une période de 2010 jusqu'à aujourd'hui où il n'y a eu aucune lutte sociale d'ampleur. Voilà. Ouais. En tout cas, personnellement, il y a effectivement des travailleurs qui ont été licenciés et donc ils luttent. Et ceux-là, effectivement, ils ont sans doute connu des expériences semblables, même si c'est des luttes moins globales. Du coup, il y a pas, mais sans doute il y a une réflexion globale. Mais en ce qui me concerne, j'ai pas connu de lutte d'ampleur, et donc forcément, il y a un retour à la normale, que ce soit pour l'ensemble de la population. Il y a des gens pendant les mouvements qui montent sur les tables, qui sont les premiers à tenir les propos très radicaux, et puis ensuite, dès qu'il y a un retour à la normale dans ces mouvements, eh ben, les gens retournent à leur routine. Et donc, voilà, je pense qu'il y a eu une période de retour à la normale. Et aussi, alors, sur Montpellier, je pense qu'il y a eu une dynamique qui s'est diffusée, tous ces mouvements un peu critiques sont essayer de s'agréger autour des squats. Et les squats, c'est là pour le coup, moi j'ai jamais vécu en squat, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup essayé de survivre, d'essayer de trouver un autre logement, voilà, et faire des squats qui soient des lieux de réflexion, de discussion, ce qu'on appelle des squats politiques en gros, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a d'abord des gens qui ont besoin de se loger, et je comprends parfaitement que ce soit la priorité pour les gens qui n'ont pas d'appartement, parce que le coût du logement est très cher, donc voilà. Mais ensuite, il n'y a pas eu la tentative de créer des espaces de lutte et de réflexion. En tout cas, depuis 2010. Avant, oui, il y avait il y avait une expérience de squat politique, mais c'est vrai que des espaces pour se retrouver, pour discuter en dehors des luttes, sont pas très nombreux. Il y a quelques collectifs de lutte, mais du coup, voilà, c'est très l'action immédiate. Et des espaces vraiment de réflexion et d'essayer de construire des luttes plus d'ampleur. Actuellement, en tout cas sur Montpellier, il n'y a pas ce type d'espace qui existe à ma connaissance. Oui, d'ailleurs, ça nous fait déboucher un peu sur la situation montpelliéraine. Comment se passent les choses sur Montpellier? Tu parlais justement donc un reflux depuis 2010 des luttes et de certaines problématiques. Je ne sais pas si c'est pour parler libertaire ou
ou de milieu politique. Quelle est la situation de Montpellier-Rennes depuis, oui, on va dire depuis 3-4 ans, quoi. Comment les choses se passent? Qu'est-ce qui porte un petit peu Montpellier? Est-ce qu'elle vient se greffer sur une activité plus nationale, ou est-ce que il y a des choses plus locales qui préoccupent Montpellier et des mouvements qui sont plus montpelliérains qu'axés sur des problématiques nationales? Hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de, alors depuis 2010, il y a eu un effondrement. C'est peut-être un peu exagéré, mais à mon sens, il y a eu quand même un effondrement généralisé des luttes. C'est-à-dire que même les luttes qui n'étaient pas a priori dans une perspective globale, je pense notamment il y avait un mouvement des sans-papiers assez fort, où les sans-papiers, ensuite c'est compliqué parce qu'ils ne parlent pas tous français, etc. Mais il y avait une tentative de s'organiser par eux-mêmes, d'essayer de sortir justement des appareils humanitaires type CIMAD, etc. et d'essayer d'avoir une démarche plus de lutte avec des manifestations, des actions. À partir de 2010 à peu près, ce mouvement s'est effondré parce qu'il y a eu une réaction de l'État qui n'avait plus peur du tout de ces mouvements de lutte, que ça fasse en gros, je pense que ça se construit pas mal sur le rapport de force et en partie sur l'État, sur la préfecture, qui a peur que les mouvements prennent de l'ampleur. Et à partir du moment où les bureaucrates, les préfets et tous ces gens-là ont eu le sentiment assez juste d'ailleurs qu'il n'y aurait pas de mouvement d'ampleur et qu'il n'y aurait pas de risque d'insurrection qui vient ou que sais-je, à partir de ce moment-là, ils sont devenus totalement inflexibles et et les possibilités de régularisation collective, notamment, ont été impossibles. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont essayé de faire vers le cas par cas, vers toujours cette même démarche d'isoler les gens, de dire vous allez au guichet, c'est votre situation intellectuelle, votre situation personnelle, c'est votre situation, vous êtes isolé, vous êtes un dossier parmi d'autres. Alors que les mouvements de sans-papiers essayaient justement d'agir sur le collectif en disant non, c'est pas qu'une question individuelle, c'est la question de l'État, c'est la question de la solidarité de classe, c'est la question de l'exploitation, de la répression, et ça c'est des problématiques globales et donc il faut s'organiser collectivement. Et puis ensuite il y a aujourd'hui, alors à l'heure actuelle, il y a aussi il y a des collectifs auxquels je participe. Alors oui, il y a des luttes auxquelles je ne participe pas parce que parce qu'on peut pas participer à tout et puis parce que ça me semble moins intéressant. Mais je pense que c'est important de le signaler. Il y a la lutte des ouvriers de Sanofi, qui est une industrie pharmaceutique qui sont licenciés. Et donc parmi ces luttes de salariés licenciés, c'est quand même un secteur ce sont des chercheurs en gros, voilà, ce sont des gens de la recherche, et donc forcément la conscience de classe, on va dire, ou plutôt ils ont une bonne conscience de classe, mais disons que l'idée qu'il faut se solidariser avec les autres salariés, qu'il y a un mouvement global, un mouvement de crise du capitalisme, ou plutôt d'offensive des capitalistes, et qu'il faut s'organiser tous ensemble au-delà des entreprises, au-delà des différents secteurs de lutte. Ça n'existe pas trop. Voilà. Ensuite, il y a d'autres luttes auxquelles je participe. Ensuite, il y a un mouvement qui me semble intéressant, c'est un mouvement contre la précarité, qui est un collectif de lutte comme il en existe en France, quelques-uns, qui se réunissent dans une coordination qui n'est pas forcément très structurée, mais qui est une coordination de collectifs de précaires, où il y a des collectifs à Montreuil, à Alès, à Rennes, dans différentes villes en fait, voilà. Et donc il y en a un à Montpellier, où l'objectif c'est de se réunir à partir d'une condition sociale de précaire, alors qui est assez large en même temps. Nous on considère que il y a des étudiants, il y a des salariés, il y a des travailleurs précaires, des chômeurs, voilà. Et que toutes ces personnes-là ont finalement les mêmes intérêts à s'organiser face aux offensives du capitalisme, et notamment là, il y a la réforme des retraites et il y aura aussi la négociation des conventions UNEDIC. Ils ont essayé de ne pas le faire en même temps que la réforme des retraites parce que justement, je pense qu'il y aurait eu des risques que ces différents mouvements convergent, donc ils le font après. Mais il y a une lutte à mener. Voilà. Et puis il y a d'autres collectifs qui sont... il y en a un qui est assez déliquescent, qui est le collectif par rapport à Notre-Dame-des-Landes de Montpellier, où il y a des luttes de ce type dans l'Hérault, dans la région de Montpellier,
contre des projets de construction de centres commerciaux. Mais à Montpellier même, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de résistance, ne serait-ce que par rapport aux aménagements urbains, contre l'embourgeoisement du centre-ville, contre les plans de dédoublement de la Neuve, de construction de TGV, etc. Il n'y a pas trop de résistance par rapport à ça. Donc c'est un peu mort. Et puis il y a un autre collectif qui est assez spécial, auquel je participe, mais qui est un collectif antifasciste, qui au niveau de la structuration est très militant. C'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent dans ce collectif sont mandatés par des organisations. Et il y a des discussions en ce moment, mais je ne sais pas si ça va aboutir, d'ouvrir le collectif. Alors ils disent que les individus peuvent venir. Moi effectivement je fais partie d'aucune organisation, donc ils me laissent entrer quand même. Mais j'imagine que c'est très difficile pour des gens qui ne sont pas militants d'assister à une réunion où il y a des gens qui disent oui, moi je suis mandaté par telle organisation, moi je suis mandaté par telle organisation. Ensuite, pour sentir la légitimité et de s'exprimer librement, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc c'est en gros, c'est un collectif qui, ils l'ont dit clairement, hein, il y a des organisations anarchistes, il y a le NPA, et ces organisations, pour la plupart, refusent ce qu'ils appellent l'assembléisme. C'est-à-dire que ce soit sur des bases d'individus qui se regroupent, comme pour maintenir un collectif d'organisation. Donc c'est évidemment un collectif d'organisation, c'est essayer de faire en sorte que toutes les organisations restent dans le collectif. Et à une période, alors j'ai pas assisté à ces débats-là, heureusement, mais il y avait la question de faire entrer Europe Écologie ou le PS au sein du collectif, alors que le gouvernement quand même il mène une politique, c'est le moins qu'on puisse dire, anti-immigrés, anti-Roms, anti-sans-papiers, sécuritaire, voilà, qui fait totalement le jeu du Front National et qui tiennent le discours à peu près pas similaire, mais bon, en tout cas, il contribue pas du tout à lutter contre le Front National, voilà. Et donc aujourd'hui, alors j'ai pas assisté à ça, mais il y avait une manifestation à Marseille, alors je sais pas, d'après le contenu politique que j'ai vu, le collectif de Montpellier participe, mais il y a Europe Écologie, il y a tout un tas d'organisations, et en gros, c'est l'unité à tout prix, et donc éviter, là pour le coup, là c'est vraiment éviter les discours qui fâchent, et notamment le fait que la politique actuelle renforce totalement le Front National, et que la politique actuelle est totalement dans le sens d'opposer, mine de rien, même si c'est moins affiché que le gouvernement précédent, de faire en sorte que les immigrés et les Français ne s'organisent pas ensemble, et d'opposer les uns aux autres, de stigmatiser les Roms quand même toujours un peu, même si le discours est plus subtil, et que c'est un discours qui favorise évidemment la montée du fascisme. Donc voilà, c'est un peu la limite, je pense que le collectif antifasciste illustre bien les limites des collectifs qui existent à Montpellier. C'est l'accord sur le minimum. Alors c'est pas non plus l'antifascisme républicain, c'est pas assumé jusque-là, mais bon, il y a quand même... ça va jusqu'au front de gauche, en gros. Voilà. Des libertaires au front de gauche, et tout le monde doit évidemment bien s'entendre, parce que sinon, attention, le fascisme, ça crée des morts, et si les gens sont divisés par le fascisme, oulala, c'est terrible. Voilà. C'est le même problème à Paris. Oui, on a moins dit confronté au même problème sur la région parisienne, hein, je te rassure, c'est le même problème. Donc, mais quels sont les rapports, enfin, puis on va pas prendre trop de temps, déjà on te remercie beaucoup d'intervenir, Sylvain. Quel est l'état de, comment dirais-je, le rapport de force à l'intérieur de ce collectif, qui a la part belle et qui sont vraiment les gros interlocuteurs dans ce collectif, qui sont les plus présents en fait? Alors au sein de ce collectif, alors j'ai balancé un peu du coup, les organisations qui sont présentes, alors ça a été lancé par Solidaire étudiant, et bon, Sud étudiant, bon, voilà. Donc qui sont des étudiants, voilà. Montpellier est une ville très étudiante aussi, ça, je pense que ça oui, tout à fait. Beaucoup de choses dans le fait qu'on soit au coup par coup, parce que les étudiants ils sont pas forcément dans la même ville d'une année sur l'autre, donc ils peuvent se permettre de surfer d'une mode à l'autre, en gros. Donc voilà. Mais voilà, ça a été lancé par ce syndicat étudiant et ça a été rejoint très rapidement par plein d'organisations. Avant, ça a été créé, je précise, avant le meurtre, avant la mort de Clément Méric. Ça a été créé début 2013, en janvier 2013. Donc quand même, c'est pas totalement opportuniste. Il y avait le sentiment, qui n'est pas totalement faux, qu'il y a une montée du fascisme en France et surtout en Europe.
que voilà, on va aller peut-être se confronter à ça rapidement. Et donc les organisations, pour répondre à la question, c'est donc Solidaires étudiants et la coordination des groupes anarchistes, qui est une scission de la fédération anarchiste. Alors sur des bases plutôt communistes libertaires, plutôt pour la lutte des classes, mais ensuite il y a un fonctionnement qui est pas forcément extraordinaire. Je sais pas s'ils sont plateformés sous ce genre de choses, c'est-à-dire très structurés, mais en tout cas ils viennent aux réunions avec des mandats en disant voilà, l'organisation pense ça et on donne le point de vue de l'organisation. Et puis d'autres organisations, il y a aussi le NPA qui est assez présent. Le NPA ensuite sur Montpellier, ils ont pas exclu des gens, mais ils ont bénéficié du fait que des gens s'auto-excluent, puisqu'il y a plein de gens du NPA sur Montpellier qui ont rejoint le Front de gauche. Oui, donc le NPA, il reste en gros les gens les moins inintéressants qu'il y avait. Mais bon, voilà, ils sont pas forcément dans une démarche de rupture révolutionnaire, en tout cas de s'afficher comme tel. Et puis il y a d'autres organisations qui sont moins influentes. Il y a la CNT, il y a Alternative Libertaire, le SCALP Nopassaran. Je dois oublier il y a la gauche anticapitaliste, qui est une partie du front de gauche, le parti de gauche aussi. Il y a l'UEC, donc c'est quelqu'un, je sais pas s'il représente l'ensemble, donc c'est l'Union des étudiants communistes. Communistes, ouais. Voilà. Bon. Qui n'est pas celui qui a les positions les pires, mais je sais pas s'il représente l'ensemble de l'UEC, parce que c'est quand même des futurs bureaucrates. Pour le reste de ses camarades, lui, c'est quelqu'un de sincère, mais l'UEC, c'est clairement des gens, mais il y en a pas mal qui viennent du PS, c'est-à-dire ils ont compris qu'au PS, il y avait encore plus arrévistes qu'eux, donc ils vont côté front de gauche, voilà. Et donc le rapport de force, moi je dirais le rapport de force, c'est plutôt quand même, il y a beaucoup d'organisations libertaires, il y a beaucoup de libertaires aux réunions, mais disons qu'ils veulent pas se fâcher avec le reste du mouvement social et leur stratégie, c'est quand même, l'idéal ce serait qu'il y ait la CGT qui vienne au collectif ou qu'il y ait ce genre de choses, c'est l'objectif. Plus, j'ai l'impression, plus que de s'adresser à la population directement. Plus que d'essayer de dire on va rassembler quand même, même si c'est pas évident, mais essayer de s'appuyer sur un mouvement à la base de la population, de gens justement sur un mode assemblée, où c'est les gens qui décident directement, sans passer par les organes, même si les organes peuvent avoir un point de vue. Voilà, donc ensuite le discours est pas, il y a eu beaucoup de discussions, mais bon, qui n'ont pas abouti énormément. Le discours est quand même, il y a un peu une critique de la lepénisation des esprits, comme on dit. C'est-à-dire que finalement, le fascisme, c'est pas que le FN. Alors, il n'y a pas d'accusation directe du PS, parce que je pense que les gens du parti de gauche quitteraient le collectif si on attaquait le PS directement, voilà, dans les tracts. Donc ça va pas jusque-là. Mais bon, il y a quand même une espèce d'antifascisme militaire qui est pas républicain, mais qui est pas non plus... alors j'allais dire radical, l'antifascisme radical c'est connoté particulièrement, mais qui est pas non plus dans une perspective de dire qu'il faut rompre avec le capitalisme et avec l'État. Donc ça c'est un peu l'état des forces en présence. Est-ce que tu peux nous annoncer, là on a vu sur ton site les différentes le rythme à laquelle tu publiais, puis on va conclure avec toi parce que je pense que tu as d'autres choses à faire. Tu peux nous annoncer le rythme auquel tu comptes tenir les publications, ou est-ce que tu vas le changer, ou comment tu vas développer le reste des publications? Est-ce que ça va être toujours au même rythme, parce que c'est quand même un rythme assez soutenu finalement, ou est-ce que tu comptes l'orienter différemment? Comment tu comptes à l'avenir, au fur et à mesure du temps qui passe, structurer les publications? Alors pour l'instant, je sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais oui, pour moi c'est une chance pour pouvoir écrire ce journal, c'est-à-dire que je suis au RSA, donc j'ai pas vraiment d'activité professionnelle qui m'accapare tout mon temps, donc je peux me permettre d'écrire un article par semaine, assez long, voilà. Donc tant que j'ai pas le besoin d'avoir un boulot pour survivre, je vais essayer de continuer ce rythme-là. Mais alors ensuite, je me fixe pas vraiment non plus de rythme. J'essaie de publier régulièrement, mais si je publie pas chaque semaine, je considère que c'est pas non plus catastrophique.
Voilà, je publie, j'essaie de publier, oui, assez régulièrement parce que j'aime bien écrire, voilà, parce que si c'est, moi je trouve intéressant de faire ça, je trouve intéressant cette démarche. Il y a pas, pour l'instant, il n'y a aucune lassitude. C'est-à-dire, j'ai aucune envie d'arrêter ou je sens pas de lassitude, c'est-à-dire de dire bon ben j'en ai un peu marre. Donc pour l'instant ça va. Donc il n'y a pas de raison pour l'instant pour que je continue pas à ce rythme. D'accord. En tout cas, Sylvain, déjà on tient à te remercier. On te dit bien évidemment, comme on avait dit aux précédents invités, et c'est pas des paroles en l'air, que une assiette est toujours disponible si tu passes dans la région parisienne, Merci. ainsi qu'un lit, et c'est pas des paroles en l'air. On te remercie pour la qualité de ton intervention, la qualité de ton boulot. Comme on essaye un peu d'être en accord avec ce qu'on dit et qu'on est sensible à l'étendard que tu soulèves, ben on le soulève avec toi. Voilà, c'est celui de la fraternité, enfin ça fait un peu discours de curé, mais voilà, c'est un discours. On essaie d'être un peu à l'image de ce qu'on dit nous aussi, c'est-à-dire que on aimerait que les interlocuteurs qu'on a à chaque fois à la web radio soient aussi pertinents et aussi autant de choses à dire, et que la plupart des gens qu'on rencontre soient un peu dans cette dynamique. Ça ferait vachement plaisir. En tout cas, voilà, merci beaucoup de ton intervention, et bien évidemment. Tu es le bienvenu la porte est ouverte à la radio, ça c'est évident. On te proposera certainement quelque chose, tu le recevras par mail si ça t'intéresse, une participation, une intervention régulière d'ailleurs, et pour nous parler de tes chroniques si tu en as envie, enfin on en discutera. Ouais. Alors, en tout cas, merci beaucoup, et voilà, comme on te dit, une assiette est là, un lit à ta disposition. Si tu comptes venir en région parisienne, il ne faut absolument pas hésiter, voilà. Je vous remercie. Ouais. De toute façon. Moi aussi, je suis d'accord avec beaucoup de ce que vous écrivez sur votre site et de ce que vous dites dans l'émission de radio. Donc bon, ensuite, je pense qu'effectivement, il y a des affinités politiques. Voilà, c'est pas un hasard. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, pas... oui. Excuse-moi. Même si malheureusement, on n'est pas très très nombreux à avoir ce discours-là. Voilà. Malheureusement, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de gens. En France et dans le monde, qui a un discours critique sur les luttes sociales, qui a un discours, voilà. Bah écoute, Internet n'est pas fait pour les chiens, et puis ça sert à quelque chose, hein, malgré l'atomisation. Ça nous permet d'intervenir, et c'est pas inintéressant. Bon, enfin, on fera une petite critique, je pense, aussi des technologies, mais enfin, je pense que tu l'as déjà fait d'ailleurs. En tout cas, merci Sylvain. Bonjour à Montpellier, et puis nous, on fait un petit coucou aux gens qu'on connaît sur Montpellier. On pense à notre ami Libert qui est dans le coin. On lui fait un bon petit coucou. Peut-être que tu le connais d'ailleurs, on ne sait pas, on verra. On aime beaucoup le Sud, et pour diverses raisons. Voilà, merci beaucoup. Et je pense qu'on se retrouvera, Sylvain, certainement sur la radio, si tu en as envie. Et si tu mail de toute façon. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas, merci. Sylvain. Merci de la qualité de ton intervention. Et merci. Merci. Au revoir. Merci Sylvain, au revoir. Au revoir.